Bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entreprises et aux entrepreneurs qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, crowdfunding, tokenisation, travaux, mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour connaître leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif sous 2 formats. Un accompagnement en 8 sessions, on vous prend par la main pour investir, ou sinon de manière clé en main où on recherche le bien, on fait les travaux, on meuble et on gère pour vous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leurs craintes, leurs peurs, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-nous dans cette conversation. Moi, je te connais je pense que tout le monde dans le monde de l'immobilier et de la PropTech te connaît. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui ne s'intéresse pas à l'immobilier, qui n'a pas vu Thierry Vignal passer ces derniers mois. On pourrait te donner des qualificatifs, montagne russe, hyper croissance. On pourrait te donner plein de superlatifs d'ailleurs. Mais moi, j'avais déjà une première question à te poser, Thierry, parce qu'en fait, c'est comment tu vas? Parce que le truc, c'est que moi, je sais ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, ce que tu as vécu, loin de là, mais la charge mentale d'entreprendre, la charge mentale de l'immobilier, la charge mentale de la PropTech. Juste une première question avant d'entamer ce podcast, c'est comment toi tu vas, toi? C'est gentil de demander. Ouais, alors c'est un peu de faire faillite. Je te le cache pas. Et donc j'ai fait une petite traversée du désert qui est encore en cours d'ailleurs, mais on voit le bout du tunnel. J'ai déposé le bilan en décembre dernier. J'ai vendu à Novaxia en mars. Et c'est vrai que le système français protège mal parce qu'on n'a pas de chômage, on n'a pas de filet de sécurité. Et donc c'est compliqué. Souvent, les entrepreneurs qui font faillite, ils passent par les 3 D, dette, divorce, dépression. Donc, j'ai eu la chance de pas... j'ai quand même des dettes. Ma femme est toujours avec moi. Et je déprime pas parce que je fais beaucoup de sport et que j'arrive à me projeter sur de nouveaux projets, dont on parlera peut-être. Mais voilà. Certainement. Merci de demander. Difficile. Et en plus, l'écosystème en ce moment subit des faillites en série. Tu as Haussmann, la néo-agence, qui avait levé plusieurs dizaines de millions, qui a déposé le bilan il y a une semaine. Tu as Prelo. Déposer le bilan, ça veut dire quoi? Parce que pour les gens, alors moi je connais un peu le système, et t'as quand même plusieurs étapes avant de déposer le bilan. T'as la procédure de sauvegarde, liquidation judiciaire. Ils ont une déclaration de cessation de paiement. D'accord, ok. Donc qui matérialise assez bien le fait qu'ils ont plus de cash ou qu'une entreprise n'a plus de cash et qu'il va falloir trouver des schémas. Donc ça peut être un redressement judiciaire, ça peut être une liquidation sèche en fonction de l'intérêt de repreneur pour la boîte. Mais si tu veux, là tu as Prelo aussi, du groupe Otium, Je rêve d'une maison, Maire. Maire, c'est moins connu, c'est un logiciel IMO, mais c'est des boîtes qui avaient levé plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions, et qui font faillite les unes après les autres. Et la hausse des taux d'intérêt, elle a mis fin à une ère, on peut dire une ère d'excès, hein, mais elle a mis fin quand même à tous les beaux dossiers de la PropTech qui étaient peut-être surfinancés et peut-être mal gérés, mais qui ne résistent pas à la hausse des taux d'intérêt. Mastéos a ouvert le bal et malheureusement, il y en a d'autres. Et derrière ça, on a une solitude du dirigeant qui connaît du coup les 3D, dette, dépression, divorce. Et c'est sympa d'être solidaire avec ces gens-là qui prennent la lumière quand tout va bien et se font démolir par le système lors de la chute, quoi. Bah, c'est pour ça que ma première question, parce que nous, moi, je ne vais pas me le cacher, moi, je suis quelqu'un d'assez transparent et assez cash, c'est-à-dire qu'on a été concurrents sur la verticale investissement locatif pendant quelques mois. Quoique, tu vois, petite parenthèse, moi, je vous ai pas trop vu. On vous a aperçu, mais on vous a pas trop vu sur Montpellier. Alors, je sais que vous faisiez des dossiers, et tant mieux, je veux dire. Mais frontalement, j'ai jamais été, pas en concurrence, mais de loin, je vous entendais, mais pas frontalement, tu vois, bizarrement. Mais c'était pas ma plus grosse zone, effectivement. Ouais, mais c'est pour ça ma question elle est à la fois elle est naïve, parce que moi la crise on l'a tous vécu en fait, et les gens qui te disent dans l'immobilier non mais ça va, non ça va pas, tout le monde a connu plus ou moins avec un curseur élevé la crise, les taux d'intérêt, les clients ils ont déserté, et ceux qui étaient là c'était les CSP+ avec de l'apport, voire du comptant, quoi. Donc il faut pas se mentir en disant que personne ne l'a subi, mais le problème c'est que vous et toi, parce que c'était la tête de gondole, c'est qu'en fait, ça a fait montagne russe, mais montagne russe, je crois que vous êtes descendu à pic, quoi, à vif. C'était impressionnant, quoi.
Alors, ouais, pardon, j'en rigole, mais c'est pas drôle. Mais c'est vrai que ça fait penser un peu à WeWork. Pour te donner un ordre d'idée, Ouais, j'ai fait Mastos en 2019. J'ai encaissé ma première vente, grosso modo, début 2020. En 2022, on était 400 salariés. Donc, ouais. j'ai fait les premières commissions en solo avec mon associé au tout début 2020. Donc, on est deux. 2022, 400 salariés et 25 millions de chiffre d'affaires. Alors, ça s'est pas fait par magie, c'est parce qu'on a réussi, j'ai réussi à lever des fonds et à craquer les codes du monde du venture capital qui sont plus faciles à craquer quand on est à Paris dans les bons réseaux que quand on est chez toi à Montpellier et tout. Et c'est un Je te peu, confirme. ouais, et c'est pas une bonne chose. Tout est parisiano-centré, mais en même temps, ça a permis, toi, de te préserver des excès du venture capital qui, nous, a entraîné notre perte. Parce qu'en fait, le venture capital, c'est quoi? C'est des fonds qui vont. C'est comme des stéroïdes, pour si jamais tu as déjà fait de la musculation chez Basic Fit. Pour avoir un corps un peu comme dans les magazines, tu en as pour 10 ans de muscu. Si tu veux économiser 8-9 ans, tu peux te piquer. C'est des stéroïdes. Et donc, ça permet de brûler des étapes, mais ça va tuer tes organes. C'est un peu ça le monde du venture capital, dans certains cas de figure comme le nôtre. L'immobilier, c'est pas une matière qui est très scalable, c'est pas comme de l'intelligence artificielle ou du SaaS. Donc, quand tu viens piquer de stéroïdes venture capital une entreprise d'immobilier, ça a tendance à croître trop vite. Et il y a une telle complexité opérationnelle inhérente à notre métier, parce que finalement, on fait des chantiers, hein, on fait pas des logiciels. Donc, Mm. Mastos, on avait 900 chantiers. Euh, on peut pas aller plus vite que la lumière, il faut recruter des artisans, et cette complexité opérationnelle, elle peut pas aller à la vitesse du venture capital. Donc on a eu trop d'argent trop vite, on a grossi trop vite, on n'a pas pu gérer la complexité et on avait une structure de coûts qui nous a pas permis de passer le cycle de la remontée des taux. Parce qu'une fois que tu as 400 salariés et que les taux sont à 4% et que tu perds tous tes clients d'un coup, en fait, c'est pas possible de revenir à une structure lean, quoi. Nous, on a dû licencier 300 personnes en 6 mois. Ça coûte plus cher à licencier que ça fait économiser. Tu vois, c'est des chèques de 5 millions d'euros. Donc, c'est une situation où tu ne peux plus revenir en arrière. Quand tu es le Titanic et que tu as un iceberg, le temps d'entamer le virage, tu t'es pris l'iceberg, quoi. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Mais tu vois, moi, je vais te parler d'un provincial, sans mauvais jeu de mots, qui est en plus dans le même domaine que toi. C'est-à-dire que moi, je vous ai vu, je me suis dit, les mecs, comment ils font? Parce qu'en fait, il y avait aussi, tu sais, la dichotomie entre de voir un concurrent exploser, de dire, bah ouais, tu te dis, le mec, moi, j'ai beaucoup aimé le branding que vous avez fait. Mais par contre, j'avais beaucoup de mal avec le côté scalable. Je me disais comment, en fait, la question que je me suis toujours posée, et je suis très honnête avec toi, c'est comment les mecs ils font pour scaler un truc qui est duplicable. Parce que pour moi, l'immobilier, alors tu vois, parce qu'on a échangé vite fait là des messages avec Geoffroy de Terreta, et lui, il m'a pas convaincu que l'immobilier était scalable, mais il m'a donné une version une définition qui se tient. Je suis pas d'accord, mais qui se tient. Mais moi, quand même, je me suis dit, mais les mecs, à un moment donné, c'est pas possible. Ils scale, mais c'est moi, j'ai dit bravo pendant longtemps, hein. Moi, je le dis, hein, je l'assume, j'ai dit bravo pendant longtemps. Mais moi, ce que j'aurais aimé quand même creuser avec toi, c'est comment alors, j'ai un peu quand même regardé, je t'ai suivi, donc du coup, je connais un peu moi ton histoire, alors vraiment de loin, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, comment t'en es arrivé à créer Mastéos? Et après, je sais que tu as de nouveaux projets, donc on va en parler et on va faire un focus là-dessus. Mais vraiment dans les grandes lignes, comment, à un moment donné, Thierry Vignal s'est dit, bah, je vais créer Mastéos, et puis surtout, j'aimerais que tu racontes, parce que ça, je l'ai pas trop vu, comment tu as convaincu des investisseurs de renom à mettre autant d'argent, alors toi ou d'autres, hein, mais ces mecs-là, à un moment donné, ils se sont pas dit dans les trucs, il y a pas de truc qui cloche, non? Tu vois, donc il y a deux questions en une, Ouais, Thierry. ouais. Alors, j'avais eu une carrière un peu décousue avant Mastéos. Donc, j'étais diplômé d'une école de commerce en 2013. Ensuite, j'ai fait 3-4 ans. J'ai commencé dans des cabinets d'avocats en fiscalité, en immobilier. Ensuite, je suis parti à Londres faire de la finance. Bon, c'était un peu Ouais. décousu. J'ai trouvé ma voie, changé d'employeur assez souvent. Et après 2 ans chez HSBC à Londres en trading, je suis rentré en France. J'avais pas gagné beaucoup d'argent, voire pas du tout. Donc j'étais un peu en errance. Je me suis même inscrit place d'Italie au RSA et parce que j'avais pas de chômage en rentrant de Londres et je savais pas quoi faire. Donc j'ai fait un petit stage d'observation chez Bivouac, qui est un concurrent de Mastéos, au début, au moment où il démarrait. Euh,
j'aimais bien le projet, donc je les ai aidés à monter les premières briques. On s'est pas du tout entendu, on n'a pas réussi à se faire payer. Moi et un type qui bossait avec eux que j'ai embarqué. Et donc 3 mois plus tard, on est parti avec cet associé Maxime Anquier que je connaissais pas, mais que j'ai rencontré chez Bivouac. Et on s'est dit bon, c'est vrai que les taux sont à 0%. Il n'y a pas de boîte qui a eu l'ambition de devenir une grosse start-up. C'était le début, enfin pas le début, mais c'était la mode des méga startups, des grosses levées de fonds, pour les mêmes raisons que les taux d'intérêt étaient à zéro et que les investisseurs étaient très enclins à investir, les VC avaient les poches pleines. Donc c'était un contexte ultra favorable. J'étais au bon endroit au bon moment. Je venais de faire un stage d'observation dans une boîte qui faisait ça et je me suis dit, c'est vrai que le contexte est parfait. Donc on s'est dit, on va monter une boîte, mais sans grande ambition, honnêtement. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si jamais ça marche, on veut que ça marche à fond, mais il y a une chance sur 10 que ça marche. Donc pour l'instant, on fait un site, on fait 2-3 ventes avec des clients trouvés sur LinkedIn. On se met à côté des toilettes dans un bar pour bosser et passer les coups de fil. Et on a commencé comme ça en 2019 avec Maxime. Et puis, première année, on n'a pas fait grand-chose, on n'a quasiment rien vendu. Et je t'ai dit, début 2020, on commence à faire des ventes. Même Moi, période Covid? Parce que ouais, 2010. c'est vrai, on utilisait des caméras 3D pour faire les visites virtuelles. Euh, je sais pas pourquoi nous plutôt qu'un autre, parce qu'en plus il y en avait plein. Donc tu avais Bivouac, Beanstalk, investissement locatif, rendement locatif, cash flow positif, Evermind, il y en avait plein, plein, plein. Ah ouais. Et puis nous, on était un parmi d'autres. Et je sais pas ce qui a fait qu'on a attiré la lumière, l'attention des VC. Moi, j'avais bien craqué les codes, j'arrivais à comprendre comment on parle à un VC, comment on pitch, comment on fait monter la mayonnaise. Je m'étais vraiment formé à ça, essayer de comprendre, intégrer les réseaux parisiens des VC, rencontrer les bonnes personnes. Donc j'ai très bien networké là-dessus. On commençait à avoir une bonne traction commerciale puisque les taux étaient à zéro, donc c'était facile. Sur la com, on avait une com un peu décalée. Je voulais avoir un discours un peu plus sophistiqué que le discours cheap et commercial et agressif qu'avaient les prestataires immobiliers à l'époque et qui l'ont toujours encore, hein, de devenir rentier, un peu à la sauce YouTuber. Donc nous, on s'est dit, on va avoir une com un peu plus quali. On a fait une newsletter philocative où on s'inspirait de grands thèmes philosophiques pour aider l'investisseur dans son parcours. Et puis ça a dénoté un peu. Donc on a attiré l'attention et puis après ça a eu un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'on a eu quelques clients, hein. On a levé des fonds auprès de nos clients, on a levé 50 000 euros. Et puis ensuite on a fait un deuxième tour, on a réussi à lever 100 000, puis 1 million. Puis un fonds VC est venu nous voir et on a su le convaincre et on a levé 2. Mais c'est eux qui sont venus vous voir? C'est-à-dire vous les avez pas démarchés? Je sais plus, je crois que c'est un fonds qui m'a écrit sur LinkedIn. Je crois que c'est eux qui m'ont écrit sur LinkedIn. Moi j'en démarchais quelques-uns. Mon dossier de présentation avait dû tourner et quelqu'un m'a démarché. Il me semble que c'était comme ça. Mais vraiment, la réponse, c'est j'étais au bon endroit au bon moment. Et puis, les différents secteurs avaient déjà eu leur levée de fonds. Il y avait eu la fintech, la surtech, la medtech, tout ça s'était passé. Et il y avait un seul secteur qui avait jamais reçu l'attention des VC, c'était la proptech. Et les VC, à ce moment-là, se sont dit, les taux sont à zéro, il faut qu'on fasse émerger un gros acteur dans la proptech. Et c'est presque, on va en choisir un au hasard. Ah tiens, lui, il a fait HEC, il sait parler notre langage. Puis on l'a vu sur BFM une fois, donc ça devrait faire l'affaire. Et je crois que c'est un peu comme ça que ça a attiré l'attention. Il fallait en choisir un. Ils ont misé sur Mastéos, ils auraient pu miser Beanstalk, ils auraient pu en choisir un autre. Mais on a eu un petit coup de bol et donc forcément, quand on a un premier chèque, ça permet d'accélérer et puis ça en entraîne un deuxième. Et ensuite, tu rentres dans un track qui est très normé, hein. Le track VC, c'est une fois que tu es rentré dedans, ensuite tu enchaînes les étapes comme les étoiles au ski, hein. Tu fais ta première étoile, ta deuxième étoile, ta flèche d'or. Bah, nous, on a fait pré-seed, seed, pré-série A, série A, bridge, pré-série B, série B, et tu enchaînes les levées de fonds qui sont toujours plus grosses, et c'est un effet boule de neige. Mais j'ai pas de secret sauce où j'étais au bon endroit, j'ai attiré l'attention des bonnes personnes et ça s'est fait, quoi. D'accord. C'était programmé dans ma tête au moment où j'ai créé Mastos d'aller lever des fonds. C'était un environnement favorable et une conjonction, un alignement d'étoiles qui a fait que c'est mon dossier qui a été choisi et que j'ai dû adopter la bonne communication qui a fait que ça a attiré l'attention, quoi. Ouais, mais bon, il y a quand même des chiffres qui les ont attirés parce que tu avais fait des premières levées assez, on va dire même des sommes importantes. Je veux dire, je veux pas minimiser, mais
Après, il y a eu une grosse levée, je sais plus, de 30 ou 40, je sais plus. Ces gens-là, à un moment donné, ils ont dû voir les chiffres quand même, de se dire, allez, on y va à fond. Non? Ouais. De facto, on avait des bons chiffres, hein. C'est-à-dire qu'au début 2020, on fait une vente par mois, puis rapidement, on fait une vente par semaine, puis une vente par jour, et puis à la fin, on fait une vente par heure. Mais parce que les gens, ils empruntaient sans apport à 0%. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a eu en fait, notre performance commerciale, elle était quand même très cool. Donc, c'était pas juste un beau PowerPoint, hein. Ouais. Non, on avait une super traction. Et donc, c'est vrai qu'on a fait nos premières levées à 1 million, 2 millions et quelques. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, on a pu passer dans la catégorie des très gros fonds, ceux qui font les Doctolib, les Conto, les très grosses boîtes. Euh, et il y en a un qui s'est dit, il n'y a aucune PropTech qui a émergé. Eux, ils ont l'air de performer pas mal. Et dans cet univers des fonds, les tickets minimums, ils sont à 20 ou 30 millions. Donc, si tu veux, c'est Ouais. ça ou zéro. Donc, D'accord. c'était un peu chaud, hein. Je te cache pas que la négo, elle a pris 6 mois et il y a eu un gros travail d'analyse et il a fallu faire preuve de persuasion et de storytelling et de très bons chiffres et ça aurait pu pas se faire, mais ça s'est fait. Mais si tu veux, pour mieux te répondre, euh, c'est c'est rencontré j'ai rencontré un fonds d'investissement pour qui ce montant était un montant négligeable. Si tu Eh vas oui. lever 30 millions auprès du Crédit Mutuel de Carcassonne, là ouais, faut être super super fort en persuasion, quoi. Faut être c'est parce que mon interlocuteur avait pas les mêmes niveaux de standards financiers que ceux que j'avais avant. Donc te dis pas c'est 40 fois plus dur de lever 40 millions que de lever 1. C'est pas vrai. C'est juste une fois que tu as réussi à attirer l'attention du bon interlocuteur, pour lui, c'est pas grand-chose. C'est presque enfin, le fonds en question, j'ai pas le droit de le citer, mais c'est dans la Pas presse. de Mais problème. le fonds, Pas de problème. ils mettent un ticket pour voir, quoi. Mais en revanche, accéder à cet interlocuteur, ça, c'est très, très compliqué. Faut vraiment networker à fond. Et une fois que tu as son attention, un fonds comme ça, mettre un ticket de 20, 30, 40 millions, c'est comme toi mettre 2 000 euros dans une boîte, tu vois. Donc, c'est pas si compliqué une fois que tu l'as devant toi. D'accord. Ok. Et Mais de toute façon, le venture capital, souvent, c'est des gros montants. Tu vois, là, dans la presse, on a Insect, qui est une boîte qui a oui. levé 500 millions et qui faisait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, tu vois, c'est quand même un univers un peu bizarre où on va plus regarder ton potentiel tel que tu l'as pitché et ta capacité à convaincre avec de belles histoires que tes revenus effectifs. Donc, tu as une vraie décorrélation entre. Donc, on avait une bonne traction, mais pas au point de recevoir un chèque de 40 millions. C'est des chèques où ils se disent, bon, si ça marche à toute petite échelle, eh ben, on va essayer de les faire passer la seconde et la troisième vitesse avec un gros chèque et ça devrait marcher à très grande échelle. C'est ça qu'ils se sont dit. Bah, en plus, c'est que l'investissement locatif, il y a beaucoup de métiers. Je pense que tu es d'accord avec moi. Tu as quand même de la recherche de biens, donc l'agence, on va dire, les travaux, l'ameublement et la gestion locative. Donc, ils ont quand même vu le potentiel du modèle économique sur 4 sources de revenus potentielles, non? C'est ça Ouais, qui ouais, ouais. les. Oui, oui, je leur ai dit, regardez, c'est un super modèle où on a une source de revenus hyper diversifiée. Si jamais la transac marche pas, on peut faire des travaux. Si les travaux marchent pas, on peut faire de la réno énergétique. Et regardez, on a une filiale meuble, on a une filiale gestion. La gestion, c'est des flux qui sont recurring. Donc Hmm. ça vient stimuler le business mix. Enfin, ouais, tu peux le pitcher de plein de manières un peu sexy, mais la vérité, c'est que ça scale pas parce que c'est des ops. Les ops, ça scale pas, c'est du terrain. Deuxièmement, certes, il y a plein de sources de revenus, mais comme tu dis, c'est plein de métiers différents et donc Ouais, c'est une complexité opérationnelle et un défocus. Tu peux pas être bon partout. ouais. Et ça, les gens l'oublient. Donc sur un PowerPoint, c'est très beau, mais en vérité, c'est très difficile à convertir sur le terrain, quoi. Parce qu'à un moment donné, vous avez quand même recruté de grands noms quand même. Donc, on s'est dit, moi, je te dis ce que je me suis dit. Je parle pas pour les autres. Je me suis dit, ils ont structuré quand même quelque chose. Même si on sentait les prémices de la crise, moi, je me suis dit, il y a quand même des têtes et je me dis, ça va dérouler, quoi. Parce que, honnêtement, je pensais que l'expansion européenne, vous en parliez, vous avez ouvert quelques pays, et je crois que ça marchait plutôt pas mal même, sauf pour un ou deux pays, mais grosso modo, il y avait quand même un track record intéressant en Europe, quand même. Ouais, et tu cites les grands noms. Les grands noms,
c'est plus du marketing financier que quelque chose d'efficace. Effectivement, nous, comme on était dans une démarche de séduction financière auprès de gros investisseurs, on avait plus intérêt à prendre la star de l'écosystème French Tech que de prendre l'expert immobilier, mais inconnu au bataillon chez ces gros fonds. Et c'est dommage, tu vois. Moi, Bah ouais, parce que tu fais de l'immobilier quand même. Hein. toujours dit que j'aurais préféré avoir à mon conseil d'administration 10 plaquistes avec le t-shirt la plateforme du bâtiment que 10 les pieds sur un chantier parce qu'on aurait peut-être pris de meilleures décisions opérationnelles. Et nous, on avait effectivement c'était le PSG. Tu avais le cofondateur de Conto, tu avais le patron de Nexity, de Primonial, tu avais tous les grands noms, l'ancienne DRH de Blablacar. À chaque fois qu'on embauchait quelqu'un, ça devait être une grosse star parce que ça rassurait les gens qui avaient mis beaucoup d'argent. Mais c'est une fausse impression parce que finalement, c'est des gens qui ont aucune idée du métier immobilier. Donc, c'est ce marketing financier, il est malsain en fait. Donc, ça a déroulé, oui, mais ça a déroulé sur des cultures qui sont des cultures de la tech et qui sont pas applicables à l'immobilier. Ok, parce qu'en fait, à un moment donné, quand ça a senti un peu le roussi là, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment, tout le monde a senti que les taux, il y avait des frictions au niveau des clients, au niveau des taux, que avec ce fameux taux d'usure qu'on a parlé, ce mot, tout le monde l'a connu, et je crois que tout le monde a eu des boutons quand il est sorti de façon assez massive il y a 2-3 ans. C'est quoi qui avait fait un peu je sais pas moi, le pivot dans la tête des investisseurs? Parce qu'ils auraient pu remettre au pot et faire repartir la machine. Ouais, c'est ce que je me disais. Je me disais à un moment, on est too big to fail, c'est-à-dire une fois qu'on a quand même levé 60 millions d'euros, donc tu te dis, c'est pas possible après avoir mis 60 millions d'euros que tu laisses tomber une boîte, quoi. Mais en fait, si, c'est possible, Bah ouais. parce que quand les taux sont remontés, et on me demande souvent, vous auriez dû le voir venir, que les taux n'allaient pas rester à 0% ad vitam Bon, aeternam. T'inquiète pas qu'on se l'était modélisé, mais ce qu'on avait mal compris, c'est que la hausse des taux, elle n'a pas fait baisser le marché, elle l'a fait s'effondrer. C'est ouais. ça qu'on a très mal modélisé. C'est-à-dire que quand les taux passent de 0 à 4,5 en 6 mois, ton marché, il fait pas ça, tu vois, il Hmm. fait ça. Et donc encore en mars 2023, on était encore à 150 ventes par mois. À partir d'avril, on en faisait un tiers. Et à Ouais. partir de mai, on n'en faisait plus. Enfin, vraiment, c'est pas, le marché, il a disparu. Tu n'avais plus un seul investisseur. À 4% ou 4,5%, il n'y a rien qui est rentable. C'est-à-dire que tu empruntes plus que ton rendement net. Bah ouais. Et donc, en fait, on a littéralement, il n'y avait plus de marché. C'est comme Ouais. si un VC ne va pas remettre de l'argent sur de la restauration en plein Covid, quoi. Quand tout est fermé, bon, bah, tu passes à autre chose. Donc là, ils ont dit, allez, on arrête. De toute façon, il n'y a plus de marché et c'est une trop grosse structure, c'est insauvable. C'était insauvable. Après, je peux comprendre le côté insauvable, mais le truc, c'est que déjà, il faut pour expliquer aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent, hein, c'est qu'en fait, il faut savoir qu'il n'y avait pas de référence de crise immobilière de taux d'intérêt aussi rapide. Parce que c'est pas pour vous jeter la pierre, et je parle pour tout le monde d'ailleurs, je parle pour toute la corporation immobilière, c'est qu'en fait de 1 à 4, il y a 400%. Je veux dire, les gens, il faut qu'ils s'en rendent compte. On n'a jamais vu ça. Donc à un moment donné, bah oui, forcément, quand tu prends de 400% le coût d'achat, ou en tout cas un coût du crédit, bah, il y a des répercussions qui vont aussi dans l'autre sens. Ça, c'est des frictions qui arrivent forcément. Mais moi, je le dis, je pensais réellement, parce que j'entendais des bruits de couloir dans le milieu locatif, les gens ils disaient ouais mais non, ils vont dévisser. Je dis mais attendez les gars, ils ont levé 60 briques là, ils vont pas quand même laisser le paquebot couler comme ça. Moi franchement j'ai eu cette naïveté et je le dis hein, parce que c'est pas mon milieu, c'est pas mon monde hein. Donc je me dis c'est pas possible, il y a quand même 400 bonhommes. Ou 300, je sais plus à combien je m'étais arrêté. 400. Je me dis c'est pas possible. Eh ben si. Donc Bah, si. Bah, moi aussi, je pensais qu'il nous sauverait en dernière minute, jusqu'à la toute fin, la fin au sens cash, tu vois, il nous restait un mois de cash. Je pensais encore qu'un de nos investisseurs allait remettre au pot pour nous bridger comme ils l'ont toujours fait. Et en fait, non, ils ont jeté l'éponge. Ils auraient fait pareil. ils t'ont dit quoi? Ils t'ont appelé, ils t'ont envoyé un mail, ils t'ont dit Thierry Non, non, à ce niveau de financiarisation, tu as des boards hebdomadaires quasiment. Donc en fait, tu as ah une ouais. réunion avec l'actionnaire. À la fin, c'était toutes les semaines. Ah bah ouais, tu m'étonnes, ouais, d'accord. Et ils t'ont dit Thierry, c'est fini.
Bah, de toute façon, c'est une discussion permanente d'envisager les options, etc. Mais il y a un moment, ouais, à un moment, ça s'est verbalisé comme ça, oui, en conseil d'administration, en board, ouais. Mais quand il te reste un mois de cash, tu dis quoi aux gens, aux salariés? Tu dis quoi à ces gens-là? Bah, de toute façon, on anticipe, hein, on prévient les gens. Bah, c'est un fin équilibre à trouver en termes de communication parce qu'il faut Bah pas ouais. les faire paniquer ou désespérer, mais en même temps, il faut être un peu transparent sur le fait qu'on s'approche de la fin. Après, ils ont été repris, hein, Mastéos, ça a été racheté. Il y a quand même Oui. un peu moins d'une centaine de salariés qui ont été repris par Novaxia. La marque existe toujours. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de salariés qui ont souffert de ça et donc la communication n'était pas facile. Bah, tu leur dis que on va être acheté, quoi. Ouais. Mais comment, toi d'ailleurs, tu l'as vécu comment? Parce que tout à l'heure, je te posais la question en préambule, comment tu vas? Euh, Après, je me doute que les salariés, ça a dû être atroce parce que peut-être qu'il y en a qui croyaient dans la boîte, peut-être qu'il y en a qui étaient en CDI, je Bah, sais il pas, y en mais. avait qui avaient investi dedans, il y en avait Ah qui ouais. devaient avoir il Ah y ouais, en d'accord. avait SE qui misaient beaucoup là-dessus. Il y en a qui devaient avoir des chèques de départ, euh, mais qui l'ont pas reçu parce qu'on avait plus de cash à ce moment-là. Enfin, il y a eu beaucoup Ouais. de victimes, hein. Et, euh, et donc, tu me demandais comment je l'ai vécu moi. En fait, c'est tellement. Ça se fait pas en un moment déjà. C'est pas comme quand on t'arrache une dent. Ouais. C'est quand même, tu vois le mur venir, comme sur le Titanic. Donc c'est diffus comme. C'est pas un sentiment de panique très aigu. C'est un stress et une adrénaline qui s'étale sur 6 mois. Donc tu vois le truc venir. Donc tu commences à t'y faire, tu vois, comme si ta grand-mère est malade, le jour où elle meurt, tu t'y Tu t'es attendais un peu. préparé, Donc, ouais. donc Ouais. mon esprit a mis 6 mois à envisager cette option du pire. Donc c'est pas comme si j'ai déprimé le jour où j'ai fait la cessation de paiement. J'étais préparé mentalement. Euh, mais c'est de toute manière, tu es tellement le nez dans le guidon parce qu'il y a quand même beaucoup d'implications juridiques, financières, etc. Et donc, j'avais tellement de taf que j'avais même pas le temps de déprimer. Tu étais tellement dans l'action que tu n'as pas le temps de prendre le recul et d'être triste. Mais du coup, c'est quoi alors après, je sais pas, voilà, moi, c'est plutôt dans le côté opérationnel, je me pose des questions. Comment les relations aujourd'hui sont peut-être avec des anciens salariés, anciens investisseurs, anciens. C'est quoi un peu là, aujourd'hui? T'es persona non grata ou c'est. Écoute, ça va. Avec les salariés, ça va. Enfin, j'ai gardé des bons liens avec beaucoup d'eux. J'ai Ah, pas eu de en fait, le message fond de ma d'insultes. question, Ouais. c'est que j'ai l'impression que t'es un peu le. Tu portes tout et pour moi, t'es pas seul responsable. Je veux dire, quand même, je sais pas, peut-être je me trompe, hein, Thierry, mais j'ai l'impression que tu portes tout le poids, mais je me dis quand même, il y avait quand même des investisseurs de renom, il y avait quand même un board, il y avait quand même des gens, je veux dire, et j'ai l'impression que c'est toi. Alors, tu es responsable peut-être juridiquement, même certainement, mais moi, franchement, ça. C'est gentil de pointer du doigt ce sujet. Effectivement, le gérant d'une entreprise, le président, il porte à lui seul la responsabilité pleine et entière des succès comme des échecs. Donc, si jamais ça avait été un grand succès comme Airbnb, euh, j'aurais eu les lauriers. Et le pendant de ça, c'est que quand ça foire, bah, ça foire à cause du président. Donc, c'est assumé. Et il y a une certaine solitude Ouais, du dirigeant responsable de l'échec, et ça, je te le confirme. Oui, c'était un travail collectif et j'étais pas seul à la barre. Et mine de rien, enfin, en plus, ce qui est drôle, c'est que quand on lève autant d'argent, on perd tout son pouvoir parce qu'on va le concéder aux actionnaires qui vont d'accord. indirectement prendre le pouvoir décisionnel à travers des instances comme le board, le conseil d'administration, les CODIR, etc. Donc moi, finalement, j'avais très peu de poids. Mais en tout cas, en termes d'image et juridiquement, c'est vrai que c'est à moi de porter la responsabilité du truc. Et il y a une certaine solitude. Et bon, maintenant, je me prends pas non plus des messages d'insultes parce qu'il y a quand même un contexte qui explique. Moi, je me Ouais, suis pas enrichi à titre perso. J'ai jamais vendu d'actions Mastéos. Les gens savent que j'ai pas un sou et et que je souffre autant que ceux ouais, qui sont de cette faillite. Si j'avais bazardé mes parts juste avant la faillite et que je m'étais mis 1 million d'euros en cash-out, je pense que je ferais moins le fier. Là, il s'avère que je me suis pas enrichi, j'en ai souffert autant que les autres. Il y a un contexte qui explique. Donc, non, je n'ai pas l'impression d'être persona non grata et d'accord. ennemi de mes anciens collaborateurs. Je croise mes actionnaires assez régulièrement dans Paris
il n'y a pas d'animosité, on se serre la main et on reste bons amis. C'est aussi le jeu, hein, le venture capital et le monde des startups, 9 fois sur 10, ça foire, hein, ça fait partie du jeu. Ouais, bon, c'est sûr. Mais le truc, c'est que du coup, parce que moi, je regarde les réseaux, je suis connecté, mais t'as été quand même très visible ces derniers temps, hyper visible. Donc je me dis, d'un point de vue entrepreneurial, il y a quelque chose qui se trame derrière. Je me trompe ou je me trompe pas. Ou en tout cas, pour préparer une suite positive, hein, je veux dire bienveillante, hein, il y a pas de. Mais je me dis que tu as fait une communication de crise. Alors je sais pas, juste une question, tu réponds, mais vraiment avec toute. T'as été accompagné dans cette communication de crise ou pas, post Mastéos ou pas? Alors non, mais je suis pas débutant parce que D'accord, à l'époque où on avait du budget, on avait des coachs en communication, donc je suis d'accord. formé. Donc là, sur la fin, j'ai dû improviser, mais je pars pas de zéro. Et deuxièmement, ta question. Non, mais c'est mon analyse, c'est qu'en fait, je te vois partout. Moi, je suis Ouais. montpelliérain. Je suis pas dans la sphère, tout ça, donc, mais je me pose la question, je me dis, est-ce que il y a communication de crise? Tu me le confirmes, voilà, bon, t'as été, je pense alors je sais pas, je savais pas que tu avais eu des coachs, mais en gros, je me dis, il y a quelque chose derrière. Et, je pense que, est-ce que tu as préparé quelque chose ou tu l'as fait pour dire que, je- en fait, je veux comprendre pourquoi tu as surcommuniqué. En fait, c'est vraiment la question que Ouais. je me pose. Eh ben, alors il y a 2 ou 3 raisons. La première, c'est que en fait, il y a peut-être un côté psychanalytique. Le fait de pouvoir en parler, ça m'évite d'être dans mon coin à mariner dans mon malheur et dans mon échec. Et le fait d'avoir, de pouvoir m'ouvrir et en parler au monde, j'ai quand même pas mal de messages de soutien sur LinkedIn qui me font chaud au cœur. Ouais. Bon, il y a un petit côté psychanalytique à pouvoir communiquer ce qui se passe. Donc il y a ça. Deuxièmement, euh, ça me tient quand même à cœur de montrer l'envers du décor parce que moi j'en étais à la fois le bénéficiaire et la victime, et j'ai rien à perdre à montrer l'envers du décor du venture capital, de dire calmez-vous un peu sur le grosses levées de fonds et les paillettes et les BFM et tout ça. Regardez-moi, j'avais une boîte valorisée 155 millions d'euros il y a quelques mois et je ressors avec zéro. Donc en fait c'est un monde assez illusoire et c'est je suis pas un rageux, mais j'aime bien aussi témoigner du fait que bon, vous excitez pas trop non plus. C'est pas mal aussi d'envisager des entreprises rentables, saines, un pied devant l'autre. Donc il y a voilà. Et puis enfin, oui, si jamais je remonte un projet, j'aimerais pas sombrer dans l'oubli et avoir à redémarrer de zéro pour faire connaître. Donc il y a ces trois arguments. Ouais. Parce que du coup, il y a des gens qui doivent venir au moins te voir pour non te solliciter pour des conseils, des trucs. Pour je me dis, c'est pas possible avec l'expérience que tu as, c'est-à-dire up and down. Je me dis à un moment non. Est-ce que Il y en a, mais alors moins que, enfin, si, il y en a. Je le fais gratuitement, donc en fait, ça me prend beaucoup de temps et tout le monde me dit tu devrais faire payer. Et j'ai fait ma première mission payante hier, donc je suis content. Et ouais, il y a pas mal de gens, surtout en ce moment où tout le monde fait faillite, qui me demandent des conseils et tout, et je le fais amicalement et gratuitement, mais en fait, ça me bouffe la moitié de mes journées, donc je vais quand même devoir me professionnaliser là-dessus. ok. Bon, écoute, moi je pense qu'on a fait un bon tour de Mastéos. Il y aura toujours le fil de ta personnalité parce que j'ai cru entrevoir au travers de conversations off et un peu on que tu étais en train de monter peut-être un nouveau projet. Est-ce que déjà oui, est-ce que c'est vrai ou pas déjà? Un. Oui. Réponse 2, lequel? Et 3, ben, raconte-nous, dis-nous tout, vends la sauce, vends le truc pour nous expliquer. Moi, en tout cas, sur ce nouveau projet, j'ai volontairement pas cherché rien du tout pour savoir ce que tu allais me dire. Et je veux alors je vais oser le dire, fais-moi des scoops, délivre-moi tout ce que tu peux sur le projet, pour le grenier, s'il te plaît. Ouais, ouais. Écoute, je me suis intéressé à l'univers, c'est un peu bizarre, hein, mais souvent les idées bizarres, elles peuvent donner lieu à des bonnes choses. Tu vois, Doctolib, c'est un agenda pour médecins, donc ça n'a rien de. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà. Donc moi, je m'intéresse à un secteur un peu bizarre, qui est le secteur des micro-logements parisiens. À Paris, c'est pas le cas à Montpellier, mais à Paris, on a plein de micro-logements. Alors, tu as tout l'univers des chambres de bonne. Déjà, tu as 100 000 chambres de bonne. C'est complètement à l'abandon. C'est quoi pour toi la définition des micro-logements pour les C'est tout ce qui auditeurs? fait moins de 14 mètres carrés. La définition légale, c'est moins de 14 mètres carrés. Entre 9 et 14, du coup. Ouais, mais je peux monter à 15, mais voilà. Donc, tout l'univers D'accord. du
9-14, 9-15 à Paris. C'est un univers un peu bizarre parce que bon, c'est trop petit, donc les gens savent pas quoi en faire. Et ouais, je te confirme que c'est petit. Donc bon bah t'as 1 million de mètres carrés à l'abandon et il y a pas que les chambres de bonne. Moi, je visite souvent des trucs au premier et deuxième étage et ça a pas vraiment de valeur. Enfin, ça a de la valeur, mais comme personne sait les rénover, les optimiser, on sait pas à qui les louer. Et c'est un marché qui répond à des règles un peu différentes. Donc voilà, je me suis intéressé à ce marché-là. Il y a 4000 transactions par an sur des micro-logements. Et je suis allé rencontrer les architectes qui sont spécialisés dans la rénovation de micro-espaces. J'ai vu l'architecte qui a fait les wagons-lits de l'Orient Express. J'ai vu un architecte qui fait des cabines de yacht pour milliardaires. Mais alors une cabine de yacht, tu sais, ça fait 10 mètres carrés. Bah ouais, Euh, bah ouais, et les gens, ils y restent plusieurs semaines, mais tu vois, c'est pas un logement insalubre, hein. bah C'est ouais. des gens très riches qui vont dedans. Et ouais, il y a même des camping-cars de luxe. Mais ça me fait rire de voir des gens qui font du très luxe dans du très petit. Donc j'ai récupéré un de ces architectes et j'ai développé un concept pour faire de ces micro-logements des cocons de luxe, des chambres d'hôtel 4 ou 5 étoiles, avec des concepts au millimètre, des meubles modulables, du sur-mesure, des trucs. Bon. Et donc, j'ai pas encore tout à fait les contours de ce que je veux faire, mais ce que je sais, c'est que ça sera autour du micro-logement parisien. J'ai démarché des foncières pour voir s'il n'y avait pas un sujet de faire racheter ces micro-logements et d'y appliquer une rénovation standardisée, un peu haut de gamme, pour pouvoir les louer à des gens en mobilité, des gens qui font du télétravail, qui n'ont pas besoin d'avoir un T4, qui viennent une fois par semaine, ou alors des... Moi, chez Masséos, avec mes 400 salariés, je devais toujours les loger et je les envoyais à l'hôtel, mais ça coûte une blinde parce qu'à Paris, c'est 200 € la nuit. Et donc, j'avais pris un micro appart à côté du bureau et j'avais un bail long terme dessus et je faisais tourner mes salariés dedans. D'accord. Et je me suis dit qu'avec un monde qui est de plus en plus en mobilité, des gens qui ont la bougeotte ou qui sont en transit, peut-être que ça serait le bon usage pour ces micro-espaces. Et donc, je ne sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je visite 3, 4, 5 micro-logements par jour depuis 6 mois et j'accompagne des investisseurs particuliers. J'essaye de structurer une offre pour des foncières pour qu'elles puissent en acheter en grande quantité et qu'ensuite j'ai un parc standardisé à proposer à des startups et à des boîtes du CAC 40 pour loger des salariés en mobilité. Donc, c'est ça l'idée. D'accord. Pas de nom, pas de site. C'est pour l'instant, Bah, c'est non. T'as non, rien brandé là-dessus? non, j'ai pas trop de branding. En B2B, le nom c'est Hekaton. Donc, si tu vas regarder sur Infogreffe, j'ai une société qui s'appelle Hekaton, Ouais. Hekaton, qui veut dire 100 en grec, c'est le chiffre 100. D'accord. Pourquoi? Il y a 100 000 micro-logements à l'abandon dans Paris, ça coûte 100 000 euros, ça fait 100 square feet, le chiffre 100 revient souvent. D'accord. Mais pour l'instant, c'est une coquille vide. Et en B2C, pour les gens qui veulent acheter un micro-studio à Paris pour le louer, j'ai une marque qui s'appelle Spitaki. Et j'ai une boîte de rénovation de micro-logements qui s'appelle Alphos. Mais pour l'instant, c'est juste des structures des structures commerciales, mais elles sont vides. Pour l'instant, le projet n'a pas encore émergé vraiment. Mais t'as vraiment des clients. Alors, pour B2C, je me doute pour le micro-logement, mais les foncières, je me dis, il y a un marché pour des clients pour ça? Tu l'as Ah ouais, évalué? ouais, bah, c'est un plat immobilier qui est intéressant parce que c'est un marché à l'abandon qui est ultra décoté, enfin, que moi je considère comme mal pricé et décoté. Donc, tu as une anomalie de marché donc, tu peux acheter ces murs-là. Un studio à Paris, sur mon sourcing, moi, à 80, 90, 100 000 euros, j'arrive à trouver un 10 mètres carrés avec WC au premier étage dans le 11e. Et ça, c'est parfait pour quelqu'un qui est en mobilité. Tu peux louer ça à des entreprises assez chères alors que ça s'achète pas cher du tout. J'arrive à avoir un 6% net en plein Paris où le rendement moyen est plutôt à 3. Donc oui, ça fait sens pour une foncière ou un particulier. C'est pas inintéressant comme sujet. Donc il y a des foncières qui sont intéressées, qui me demandent de construire un track record pour me montrer que ça fonctionne à l'échelle de 10 unités et qui ensuite pourraient envoyer la sauce pour passer la seconde et acheter des micro-logements. D'accord. Et du coup, ça, tu sais quoi les prochaines étapes de ce projet-là, du coup? Là, de montrer que c'est un concept qui fonctionne. Tu vois, tu as eu la grande mode du co-living. Ouais. Moi, je suis assez critique du co-living. Je trouve que le marché est saturé. Je trouve que les gens manquent d'autonomie, de privacy. Euh,
Et moi, mon concept, c'est du micro-living. Et je pense que ça peut être une alternative au co-living. Parce que finalement, une chambre de co-living, ça fait aussi 10 mètres carrés. C'est loué aussi cher que moi, mais t'as pas l'autonomie et l'intimité que moi j'offre dans mes unités de micro-living. Alors, c'est Et- pas pour le enfant pendant 5 ans, hein. C'est pour des gens qui vont rester 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est du bail mobilité, bail civil. Mais voilà, c'est une alternative au co-living. Mais pourquoi t'es critique envers le co-living? C'est que ça répond quand même à un besoin, ça, quand même. Ouais, bien sûr, ça a répondu à un besoin, mais maintenant le marché est saturé. Moi, sur LinkedIn, je crois que je reçois un deck de co-living tous les 3 jours en moyenne depuis plusieurs années. Genre régulièrement, on m'envoie des decks, on me dit ah j'ai une super idée de co-living. Je dis bah c'est la 57e idée de Ouais. co-living que je reçois cette année, donc pourquoi pas. Mais Bah, du il y a un coup, tu vois. moment, Ouais. Ouais. les gens ont suffisamment de chambres de co-living maintenant. Et j'ai des potes qui étaient en co-living qui me disent finalement c'est pas non plus la panacée parce que ça coûte super cher ces chambres. Comme c'est un mot en anglais, donc tout de suite on facture très cher. Hein, c'est chambre de cleaning, on dit pas coloc. Hein. Coloc, tu payes 1200 parce que tu as Netflix et parce que. Mais le problème, c'est que bah, quand tu es adulte et que tu dois partager ta vie avec des inconnus et que pour aller faire ton linge, tu dois descendre 3 étages et que on t'a piqué la maillot dans le frigo et que bon, bah il y a un moment, ça. Et tu vois, là, je crois que je l'ai rarement raconté, mais Green Living devait être un opérateur en co-living en 2020. J'ai visité toutes les maisons de plus de 200 mètres carrés sur mon secteur. Toutes, hein, franchement, toutes. Et au bout de 6 mois, ouais, je me suis pas menti à moi-même. J'ai dit, attends, mais Mickaël, c'est à Montpellier, en tout cas dans le secteur, parce que moi, je me suis dit, je veux devenir opérateur de calling. Je le regardais depuis les débuts de Colonize. J'avais même postulé chez Colonize. J'ai pas de honte à le dire. En 2017, je crois qu'ils se sont montés 2016-2017. Mais le secteur les intéressait pas et je sais pas si mon profil les intéressait pour être tout à fait honnête, je sais pas. Mais en tout cas, moi, le concept, j'ai adoré de suite. Du coup, je me suis dit, bah, attends, je vois que le co-living émerge. J'ai investi dans des colocations, dans des studios, tout ça. Et je me suis dit, attends, et à Montpellier, dans ma ville, pourquoi il n'y avait pas des co-living? Et à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et en fait, au bout de 6 mois, je me suis aperçu que l'urbanisme à Montpellier, en tout cas, autour de Montpellier, euh, j'avais vu quelques maisons. Du coup, je suis allé voir des clients promoteurs que j'avais avant. Donc, j'avais un réseau de promoteurs. Ils m'ont dit, mais Mickaël, attends, t'es bien gentil. Mais est-ce que t'en as 40 à me proposer? Comment ça, 40? J'en ai pas 40. Et en fait, ils étaient plutôt sur le modèle qu'a choisi d'ailleurs, c'est Colonize Co, c'est-à-dire qu'ils ont sur la construction neuve, c'est-à-dire qu'ils sont partis sur des constructions neuves qui n'étaient pas mon délire à moi, puisque moi j'étais sur l'ancien, je pense que tu l'as compris, la réno d'intérieur énergétique de surcroît. Mais du coup, tu vois, le calling, donc j'y ai cru, mais je suis complètement d'accord avec toi sur le fait de saturation d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce que je veux dire, le message, c'est que toute vie ne s'adapte pas au co-living. D'un point de vue architecture, d'un point de vue urbanisme, réglementation, et j'en passe. Hein, tout le secteur n'est pas propice au co-living, quoi. Donc, il faut s'adapter aussi à la vie dans laquelle tu es, quoi. Il y en a pas Ouais. à Nîmes, tu vois, il y en a pas à Nîmes. Des villes que je connais, hein, mais à Montpellier, il y en a 2 ou 3, des gros co-living, voilà. Donc, il y en a pas 50. Donc, au final, avec le recul, je me suis dit, et du coup, c'est pour ça qu'on a bifurqué sur l'investissement locatif, clairement. Voilà. Bon, pour la petite histoire, j'ai raconté un peu notre sauce. Donc, mais du coup, je comprends le fait qu'à un moment donné, il y ait une lassitude sur le co-living et que le nano-living ou le micro-living, je sais pas comment tu peux le dire, en fait, c'est une histoire de boucle, hein, je veux dire, c'est comme la mode, hein, tout revient, quoi. Mais du coup, je comprends tout à fait, mais tu vois, Ouais, j'ai du mal à... c'est pas tout à fait interchangeable. Moi, mon cas d'usage, typiquement sur Paris où tu as une pénurie de logements, Ouais, trouver une location à Paris, ça prend 6 mois. C'est un enfer. C'est ouais, horrible. Là, il n'y en a pas. Quand tu appelles, ça a déjà été loué 4 fois avant que tu aies le temps de décrocher ton téléphone. Et si jamais par miracle l'annonce est toujours disponible, ils vont te demander un dossier de 30 pages avec tes fiches de CF, tes avis d'imposition. Il faut être en CDI chez Danone. Il faut que tes deux garants soient en CDI chez Danone en France. Je ouais, dis Danone pour te. Tu vois, faut vraiment ouais, rentrer dans la case. Moi, je suis entrepreneur, donc je me fais jarter de n'importe quelle candidature. Tu as 40 concurrents qui sont sur la même location. Il faut que tu écrives une lettre de motivation pour qu'il y ait un fit avec le bailleur. Euh, ouais, c'est impossible de c'est un truc, trouver une. ouais. Moi, je viens de déménager là. C'était. Bah, j'ai pas juste pas réussi en fait. Et ceux qui tentent, t'en as pour 3, 4, 5, 6 mois de recherche. C'est même pas un problème d'argent. Si tu veux, moi, je peux à la limite payer le truc, même si c'est plus cher que ce qui est proposé. C'est juste que c'est trop compliqué, quoi. Et donc,
moi, beaucoup des locataires sur mes micro-logements sont des gens qui te louent ça en attendant de trouver mieux. Ils n'ont pas envie d'aller chez les parents ou à l'hôtel. L'hôtel, c'est 5 000 € par mois. Bah moi, pour moins de 1 000 €, je propose une chambre d'hôtel. Voilà. Et je te Ouais. demande pas de dossier de candidature. Tu sors ta carte, tu rentres le soir même. Sauf que c'est 1 000 € par mois ou moins, hein, au lieu de 5 000. Et c'est les mêmes prestations qu'une chambre d'hôtel. Ça fait la même taille. Il y a le même matelas, le Wi-Fi, la clim, le, l'abonnement Netflix. Voilà. Mais du coup, les propriétaires vendeurs là. Et d'ailleurs, pourquoi ce marché n'est pas adressé? Pourquoi toi tu l'adresses et d'autres l'adressent pas? C'est quoi le truc? Bah écoute, franchement, dès que j'en parle, les gens pètent les plombs et disent c'est trop petit, c'est insalubre, t'es un marchand Mm. de sommeil. Et les propriétaires, ils savent pas le rénover. Moi, j'ai dû aller Ouais. chercher un idée dans le micro-surface pour avoir un concept, mais c'est petit. Et franchement, si t'as pas l'expertise sur ce genre de microstructure et que t'as pas accès à des locataires pour qui ça convient parce qu'ils sont en transit un mois, ils ont pas besoin de plus grand. Tu vois, il faut quand même avoir les deux. Il faut avoir le concept Ouais. archi et accès aux bons locataires. Parce que c'est vrai que là, le cas d'usage typique, c'est le truc de 10 mètres carrés sans chiottes qui est loué une blinde à un étudiant fauché. Et ça, oui, c'est pas le bon usage. Ou alors, tu le loues pas du tout parce que plafond de loyer, DPE, tout ça. Donc, bon, nous, on fait la rénovation énergétique, si tu veux, on en parle, mais les petites surfaces, elles sont très, très mal. Ah bah oui, oui. Bah, Logées. justement, j'allais te demander, parce que je sais que ton temps est limité, mais juste un cas d'école je sais pas, d'un projet que tu as aujourd'hui, qu'un auditeur pourrait te solliciter là, demain ou aujourd'hui. Je sais pas, un truc de 14 mètres carrés, combien ça coûte à peu près je sais pas si tu peux dire le quartier, mais un budget global, quoi, que tu peux nous communiquer. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est les micro-logements, le prix au mètre carré est plus élevé que la moyenne du marché. La 20e mètre carré est plus importante que le centième. Si tu veux passer de 9 à 10, ça a plus d'impact que passer de 100 à 101. Ça se reflète dans le prix du mètre carré qui est toujours plus cher sur des petites surfaces. Ouais, Je crois que Montpellier, l'effet est encore plus drastique. Si tu vas voir s'il y en a les 14-15 mètres carrés à Montpellier, le prix au mètre carré est beaucoup plus élevé que la moyenne de marché. À Paris, l'écart est moins violent, mais en général, un mètre carré micro-logement coûte 20% plus cher à Paris. Donc déjà, faut pas être choqué que ça coûte plus cher au mètre carré, mais ton budget en sortie est quand même beaucoup plus abordable que si tu vas sur un T4. Donc typiquement, tu veux un 14 mètres carrés pour prendre la fourchette haute, ça va te coûter avec un bon sourcing. Avec un mauvais sourcing, ça va te coûter 160 000 €. Avec un bon sourcing, tu vas essayer de passer en dessous des 10 000 du mètre, ce qui est déjà 20% en dessous du marché. Et tu vas te retrouver avec un budget à 135, 140. Ensuite, tu vas en avoir pour 25 000 € de budget travaux. Donc, t'es à 160 et quelques. Et frais de notaire et compagnie, tu finis à 170 ish. Et l'idée, c'est de rester en dessous de 170. Après, c'est parce qu'on a pris un 14 mètres carrés. ouais. Moi, je suis à l'aise sur des 9-10, des très beaux 9-10, avec toilette au premier étage, dans des bons quartiers. Hein. Je parle pas de chambre de bonne horrible. Hein. Là, tu peux avoir des budgets où tout compris avec des superbes travaux à 2 000 € du mètre carré, tu finis à 120. J'ai des projets à 120 tout compris. J'ai des projets, donc ça, c'est plutôt le 9-10. Sur le 11-12-13, je suis à 150 et sur le 14-15, je suis à 170, 175. Et dans Alors, tous les cas, tu es autofinancé en location moyenne durée et tu as peu de charges parce que alors eh déjà, la ouais. taxe foncière parisienne est la plus faible de France, il me semble. Enfin, en tout cas, elle est très basse. Ouais, basse, ouais. En plus, Ouais. à la surface du bien. Donc, plus ton bien est petit, moins tu payes de taxes foncières. Et c'est pareil pour les charges de copropriété où tu as très peu de tantièmes sur des micro-surfaces. Donc, finalement, tes charges, elles sont relativement plus faibles par rapport à d'autres projets locatifs. Mais du coup, pourquoi à Paris il y a ces 9-10 mètres carrés? Parce que pour les provinciaux qui nous écoutent, mais pourquoi architecturalement parlant, les mecs, j'imagine que c'est des bâtiments majoritairement haussmanniens à Paris, Ouais. pourquoi à l'époque ils construisaient des surfaces ou en tout cas ils divisaient peut-être parce que peut-être il y a des grands apparts et ils laissaient 9-10 mètres ou 14 mètres carrés. Est-ce que tu as cette historique ou pas pour ma Bah, j'ai curiosité l'historique personnelle? sur les chambres de bonne. Il s'avère que je ne fais plus de chambres de bonne parce que pour le coup, je suis pas à l'aise à louer des trucs Ouais. sans toit, premier étage sans ascenseur. Ça veut pas dire qu'il faut pas les exploiter, mais j'ai décidé d'aller sur des sujets plus confortables. Bon, les chambres de bonne, c'est lié à l'époque haussmannienne où les domestiques étaient logés à l'étage. Bon, bah, c'est comme ça. Tu avais une division sociale assez extrême et c'est comme ça qu'Haussmann a conçu ses immeubles avec les esclaves en haut et les riches aux Au étages premier étage. Ouais. intermédiaires. Surtout dans le 16e et dans le 17e. D'ailleurs, dans l'ouest parisien, tu as beaucoup ça. Et après, je pense qu'il y a eu de la division
de la part de marchands de biens opportunistes. Et on l'observe dans toutes les grandes villes où tu as une pénurie de logements et où le foncier coûte une blinde, notamment à Tokyo, où les prix au mètre carré se sont envolés. C'est eux qui sont les maîtres du micro-logement, hein. Ils ont Ah ouais, la notion de capsule qui ouais. vient de Tokyo. Ils ont les meilleurs architectes en micro-surface au monde. Moi, j'ai lu des bouquins là-dessus, c'est dingue. Et eux, tu vois bien les capsules tokyoïtes de moins de 9 mètres carrés. Parce qu'en fait, le foncier coûte tellement cher que commence à émerger une génération d'architectes et de marchands de biens qui se mettent à diviser, etc., pour créer de la place, vu que tu peux pas construire en horizontal ni en vertical. Bah, il n'y a plus qu'une solution, c'est augmenter l'intensité d'usage de ton foncier existant et diviser pour créer du logement sur l'existant. Ouais. Tu le vois à New York aussi. À New York, tu as la notion de pod, POD, c'est des micro-appartements. Tu avais une trend sur TikTok là-dessus. Donc en fait, toutes les villes où il y a une pénurie de logements massive, eh ben, ça fait émerger des initiatives sur le micro et c'est en train d'apparaître à Paris. Et donc, des gens ont dû diviser. Moi, je me retrouve avec des. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais tu as effectivement au premier étage un 10 mètres carrés avec des toilettes à l'intérieur. Je sais pas. C'est C'est énorme. des immeubles de rapport qui ont été divisés comme aujourd'hui on le ferait à Lille ou dans des villes où c'est encore assez facile à faire. Bah, ils le faisaient à l'époque à Paris, j'imagine. Ok. Bon, bah écoute, et qu'est-ce que c'est quoi le futur un petit peu de cette boîte sans nom où il faut pas trop divulguer? Parce que tu as une raison sociale, mais t'as pas de nom commercial pour Ouais, l'instant. pas de commercial. Non, non, il n'y a pas de secret. Je suis transparent là-dessus parce que de ce que j'ai retenu de l'entrepreneuriat, c'est l'idée en elle-même, elle a zéro valeur. Ouais. C'est un peu un cliché de le dire, mais je le rappelle, les gens qui gardent leur idée pour eux, euh, l'idée a aucune valeur. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire du micro-logement à Paris pour le louer à des entreprises, allez-y. Déjà, il y a de la place et bon courage. Parce que ce qui compte, c'est l'exécution de l'idée. Ensuite, j'ai aussi retenu un truc, c'est que la plupart des succès que j'ai vus, c'est souvent des boîtes où les gens ne savent pas exactement où ils vont. Tu vois, tu itères et, et j'ai un peu plus confiance en moi sur l'entrepreneuriat, donc j'ai moins besoin de me dire je vais faire un BP au centime près jusqu'en 2030 et j'ai déjà mon idée qui est. Je sais que l'entrepreneuriat, c'est des fulgurances que tu as en pénétrant un marché, un secteur, tu découvres et chaque semaine quasiment, je fais des découvertes incroyables qui n'étaient pas possibles à envisager au début. Donc il faut rentrer sur un secteur, sur une thématique et l'idée, elle se crée en avançant. Et ça, c'est mon expérience. Donc je ne sais pas où je vais, mais je sais que l'idée commence à prendre forme et que plus j'avance, plus je rencontre des bonnes personnes. Peut-être qu'à l'issue de ce podcast, quelqu'un va Ouais. m'écrire sur LinkedIn et va me parler d'un truc auquel j'avais pas pensé. Et là, ça y est, Ouais. ça commence à prendre forme. D'accord. Bah du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors, Thierry? euh, de, de régler le sujet des micro-logements parisiens. Voilà. D'être retenu comme celui qui a trouvé une solution à ces surfaces à l'abandon. Ça fait un Parce que million de mètres carrés. Parce que là, tu vois, j'ai posé des questions là sur Insta avant de. Parce que j'ai ouvert une nouvelle thématique sur la question du peuple. Donc, du coup, là, comme c'était un peu court, j'ai eu quelques questions. Et je terminerai un peu sur ça. Et la question du peuple, alors je vais en retirer qu'une parce que du coup, sinon, on en a pour encore un petit moment. Ah ben voilà, ça concerne Mastéos. Est-ce que Mastéos aurait pu fonctionner sans cette crise? Alors, je Non. pense que la. Ah bon? Ouais, bah, c'est une très bonne question. La question, c'est est-ce que si les taux étaient restés à zéro, on aurait pu fonctionner? Moi, je pense qu'on générait En fait, il y a eu une erreur. Il y a eu un vice de départ, un péché originel, c'était de croire, et on l'a dit, que une start-up d'immobilier est scalable à l'infini. Et Ouais. en fait, on générait tellement de complexité opérationnelle avec cette hypercroissance que on ne pouvait pas la gérer, même avec des dizaines et des dizaines de millions d'euros sur le compte. Il y a un moment, je ne pouvais pas. Il y avait des centaines de chantiers, on était dans 180 communes, dans 4 pays. On ne pouvait pas, en fait, assumer cette complexité, que les taux restent à zéro et qu'ils soient à 5. Donc je pense qu'on aurait explosé en étant une structure trop complexe qui n'arrive pas à gérer cette complexité. D'accord, mais en tout cas, c'est honnête de le dire. c'est c'est honnête de le dire. C'est vrai que moi, j'aurais pas eu cette réponse parce que je pense que ça aurait pu fonctionner peut-être en modélisant différemment la boîte. Peut-être que vous avez dû ou vous restructurer, non? Ouais, enfin, là, si c'était à refaire, je vois des schémas un peu plus Ouais, efficaces. Mais peut-être une structure où on assume le côté tech et on délèguerait à des opérateurs locaux
les opérations, parce que je pense que c'est un métier qui est très local, et vouloir piloter depuis une tour d'ivoire des chantiers à Lille ou à Toulouse, ça marche pas. Il faut que les unités sur place soient totalement autonomes d'un point de vue opérationnel, et il faut déléguer les opérations à des experts locaux et garder une expertise sur la tech et les process en centrale, mais pas vouloir faire à la fois de la tech et de la prop. C'est prop tech, prop c'est le terrain, tech c'est la tech, donc tu peux pas être à la fois Airbnb et Bouygues Immobilier, quoi. Enfin, tu choisis ton terrain. Ouais, non, après, moi, je partage cet avis, puisque bon, nous, on a fait d'autres choix chez Gaming, donc c'est sûr que je comprends tout à fait ce que tu dis. Et bon, pour conclure, Dijon, est-ce qu'il y a un sujet que j'ai oublié d'évoquer, dont tu voulais peut-être qu'on parle sur le podcast, qui te tient à cœur ou pas, je sais pas. Que tous les gens qui écoutent et qui sont dans le secteur immobilier s'accrochent, parce que les cycles sont passagers et ça teste notre résilience à tous. Ceux qui sont tombés avec la hausse des taux, il y en a beaucoup, hein, des agences IMO, des startups. Sachez que l'échec n'est plus honteux. C'était le cas dans la génération précédente, mais moi, j'ai pas reçu beaucoup de messages d'insultes et je trouve que les mentalités évoluent pas mal. Donc, il faut pas avoir honte et il faut pas hésiter à en parler, parce que en immobilier, malheureusement, les faillites ça va au-delà des startups. L'entrepreneuriat reste une très très belle aventure, et il faut savoir la faire avec un peu plus de patience que moi je l'ai fait, mettre un pied devant l'autre, mais sans non plus sacrifier l'ambition, quoi. Donc c'est un juste équilibre à trouver. Donc j'encourage toutes les vocations et n'hésitez pas à m'écrire. Je consacre mon temps gratuitement à ceux qui ont besoin de conseils, comme vous le savez. Bon, bah écoute, super Thierry. Bah écoute, moi j'ai grandement apprécié cet échange. Donc, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller solliciter Thierry pour son nouveau projet de micro-logement à Paris. S'il y a des investisseurs ou des partenaires potentiels, faut pas hésiter. Et apparemment, il a du temps. Donc non, mais j'espère pour lui que ça va exploser, que le marché va rencontrer un petit peu bouger, et on voit quand même des prémices, hein, faut pas s'enflammer, mais il y a quand même des prémices de positif. Enfin, sans enflammade, comme on dit chez nous, on va rester prudent. Voilà, bon, merci à tous et ciao, ciao. Merci Mickaël, ciao. C'est la fin de l'épisode, j'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours, je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clan. Donc je vous dis à très vite. Ciao.